Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des interfaces utilisateurs pour vos jeux vidéo en utilisant le UI Builder du UI Toolkit, qui est la nouvelle façon de concevoir des interfaces utilisateurs et qui vient remplacer le Unity UI que nous avions précédemment. Donc c'est la troisième génération en termes d'outils pour concevoir des interfaces utilisateurs. Alors déjà, dans un premier temps, super important, j'ai fait une vidéo précédemment sur le UI Toolkit. Je vous invite à regarder cette autre vidéo en premier si ça n'est pas déjà fait, parce que j'ai déjà abordé les bases de UI Toolkit dans la vidéo publiée juste avant. Deuxième rappel, pour ceux qui veulent le logiciel ici que je vous avais sous les yeux, le Advanced Unity Hub, n'hésitez pas à regarder le lien dans la description. C'est une nouvelle version du Unity Hub que j'ai développé moi-même, qui est améliorée avec des fonctionnalités inédites qui vont grandement vous simplifier la vie. Ceci étant dit, on peut démarrer le tuto. Donc vous allez créer un nouveau projet, peu importe, 2D, 3D, ça n'a aucune importance pour le tuto. Vous lancez le projet et je vais vous faire deux démonstrations différentes. Alors, dans un premier temps, on va créer une sorte de sélecteur de personnages. Pour cela, je vais créer des personnages, donc GameObject, 3D Object, Cube. On va partir du principe que ça, c'est le premier personnage. Donc je vais le positionner ici devant ma caméra. Je suis sur la scène de base de Unity. Donc je le positionne devant ma caméra et je vais lui appliquer une texture bleue, par exemple. Et ce joueur, on va dire qu'il s'appellera Cube. Je vais également créer une sphère qui sera, elle, verte. Et enfin, je vais créer une capsule qui sera turquoise ou bleu clair. Donc on a la capsule, on a la sphère et on a le cube. On a nos trois personnages. Je vais tout désactiver sauf le cube. Le cube sera le premier personnage. Donc ce qu'on va faire, c'est une flèche à gauche, une flèche à droite. Quand on cliquera sur les flèches, on va changer de personnage. Ça nous permettra de voir comment créer une interface graphique simple et gérer les interactions avec les boutons de l'interface graphique. Alors déjà, pour pouvoir créer une interface graphique, on va devoir créer un UI document. On fait clic droit dans la hiérarchie, UI Toolkit, et vous allez choisir le UI document. C'est un peu comme le canvas qu'on a avec le système Unity UI. Ici, ce UI document, il a besoin d'une ressource pour pouvoir fonctionner, et cette ressource, vous allez la créer dans votre projet. Donc moi, j'ai juste créé un dossier que j'ai appelé tuto sélecteur de personnages. Clic droit, Create, UI Toolkit, et je vais créer mon UI document ici, et je vais l'appeler caractère select tuto blablabla. Et je vais simplement attacher ce document dans l'asset ici pour pouvoir l'associer comme ça. Donc une fois que c'est fait, on peut double-cliquer, bon là ou là, peu importe. On peut double-cliquer sur notre document et ça va ouvrir le UI Builder qui sera l'objet de ce tutoriel. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment utiliser UI Toolkit comme un programmeur, donc sans forcément passer par l'interface graphique. Là, je vais vraiment vous montrer le UI Builder qui est un outil visuel pour concevoir vos interfaces. Par défaut, vous avez une fenêtre ici. Cette fenêtre, ça représente votre sorte de canvas. Si vous cliquez dessus, vous pouvez le sélectionner et on a un peu le même principe que dans Unity. À droite, on a l'inspecteur. À gauche, vous avez la hiérarchie avec les éléments ici. Et dans la librairie, c'est un peu l'équivalent du projet. Vous avez un certain nombre de trucs que vous pouvez utiliser pour concevoir votre interface. Bon, globalement, on s'y retrouve. Ici, la fenêtre, je vais lui donner un ratio qui me convient mieux. Par exemple, 1280 par 720. Partons du principe que je souhaite créer un jeu en 16 neuvième. Alors là, c'est un peu gros, ça sort de l'écran, je peux dézoomer. Et je peux appuyer sur le bouton du milieu de la souris, donc la molette, pour pouvoir me déplacer et remettre le canvas à l'écran. Là, une bonne pratique, ça pourrait être de créer un visual element. Donc le visual element, c'est un élément visuel, mais en fait, le nom est trompeur parce qu'on ne voit rien du tout. Là, on peut le faire glisser ici, ou on peut le faire glisser dans la hiérarchie directement. Et ce visual element, vous voyez, si je le sélectionne, ou si je le survole, on voit que c'est coloré en bleu. Le visual element, par défaut, on ne le voit pas. Et ça peut être n'importe quoi. On peut mettre une couleur dessus, on peut définir des dimensions, on peut définir ce que vous voulez, mais je vais m'en servir plutôt comme conteneur. Ça sera le conteneur de mon interface graphique. Alors une bonne pratique aussi consisterait à tout renommer. Ici, le visual element, je peux le renommer avec F2. Je vais l'appeler main container. Donc ça, pensez bien à le faire parce que c'est l'ID des éléments. C'est un peu comme HTML, CSS, on a des ID avec dièse le nom de l'élément.
Donc les ID sont uniques, chaque élément a un nom unique. Et après, on a également un système de classe, le système de classe comme en CSS, qui permet d'avoir un style partagé entre plusieurs éléments. En tout cas, l'ID est important, ça va nous permettre de pouvoir cibler par script un élément en particulier. Donc dans ce UI container, enfin ce main container, je vais créer une interface très très basique. On va mettre un texte, on va mettre un bouton pour aller au personnage précédent, un bouton pour aller au personnage suivant, et je vais mettre un autre texte pour afficher le nom du personnage. Donc là déjà on voit que ça n'est pas terrible. Alors le label ici, je peux le renommer en choisir un personnage. Voilà. Alors quand je clique sur un élément, vous voyez, ça le sélectionne. Si je double-clique, je peux changer le texte. Et si je sélectionne un élément, j'ai accès à tout un tas d'attributs. Alors je ne vais pas passer en revue tous les attributs parce qu'il y en a beaucoup. Ça peut faire peur parce qu'il y a justement beaucoup de trucs, mais finalement, il faut comprendre un tout petit peu l'anglais, mais c'est hyper simple. Mais moi, je ne connais pas par cœur, hein, des fois je tâtonne et tout, mais en fait c'est hyper simple à comprendre. On a le display ici, on voit opacity, on comprend que c'est l'opacité du texte. Alors déjà le texte, je vais l'agrandir, je vais rechercher size, pas là, voilà dans texte. Oui, je vais agrandir le texte un peu, je vais mettre par exemple 40. Je vais aligner le texte au centre, comme ça. Je vais mettre le texte en gras. Voilà, c'est plutôt pas mal. Au moins, on verra mieux ce qui se passe à l'écran. Donc, je disais, on a l'opacité. Vous comprenez que c'est l'opacité, c'est la transparence. On a la propriété display, on peut masquer ou afficher un élément. On a la visibilité. C'est pareil, ça permet de masquer ou afficher un élément, mais tout en conservant l'espace que l'élément occupe. On a la position. La position, ça va être où est-ce qu'on souhaite positionner l'élément sur notre canvas. On peut changer la position par rapport à la gauche, on peut changer la position par rapport à la droite, par rapport en haut. CTRL Z pour annuler. On a le flex, ça c'est la façon dont on va agencer les éléments. Par défaut, les éléments sont stackés, c'est-à-dire les uns par-dessus les autres. D'ailleurs, moi ça ne me convient pas pour les deux boutons ici. Ce que je vais faire, c'est créer un visual element. Ce visual element, je vais le mettre dans le main container, en dessous du label. Et dans ce visual element, je vais faire glisser les deux boutons. Comme ça. Alors le visual element, on peut le renommer en, par exemple, BTN. Voilà. Le bouton de gauche, je vais l'appeler left BTN. Et le bouton de droite, alors déjà je me suis trompé, c'est BTN. Et le bouton de droite, ça sera right BTN. Et là, je vais aller sur le conteneur ici. Et ce conteneur, justement, on va aller dans le flex. Et dans le flex, par défaut, on est en mode stack, c'est-à-dire direction colonne de haut en bas. Si je me mets en direction row, là, ça va aligner les éléments de gauche à droite. Par défaut, l'élément prend toute la hauteur disponible. Sachant que j'ai un label en dessous, ça prend toute la hauteur, sauf le label. Ensuite, on peut aligner le conteneur, ici. Je peux le centrer, par exemple. Si je le centre, ça va centrer mes éléments. Ou alors, on peut jouer avec le Justify Content pour faire en sorte que les éléments soient alignés, soit à gauche, soit à droite, soit au milieu, soit espacés. Ici, vous voyez, si je me mets en Space Between, ça va faire en sorte que les éléments soient espacés de chaque côté. Donc on peut aligner le contenu comme ça, on peut décider de centrer les éléments, de les écarter, etc. Alors pareil, je ne vais pas le faire, mais on a la possibilité de changer par exemple la couleur de background. Par défaut, elle est transparente. Mais si je mets du rouge et que j'enlève la transparence, on a un background. Donc on peut changer la couleur du background, la couleur du texte. On peut changer la bordure, mettre une certaine bordure. Bon là, je pourrais mettre pareil en rouge pour que ce soit visible. Et je vais mettre une largeur ici. D'ailleurs, le rouge, il est transparent. Hop, vous voyez? On peut créer une bordure comme ça. Bon, là, je vais mettre 0 parce que c'était juste pour vous montrer. Mais c'est un petit peu les mêmes propriétés que CSS. Bon, voilà, globalement, on a vu ça. Maintenant, les boutons, ici, on peut les sélectionner. Et il y a une propriété size. Il faut chercher. On a une propriété size. Et là, au niveau de la hauteur, je peux mettre, par exemple, une hauteur de, on va dire, 60 pixels. Voilà, pareil pour le deuxième, je vais mettre une hauteur de 60 pixels. Au moins les deux boutons auront cette taille-là. Bon, maintenant le problème c'est que j'aimerais bien centrer les boutons à l'écran. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. On peut modifier le conteneur ou on peut modifier les boutons.
Les boutons ici, dans le Align Self, je peux dire que je souhaite les centrer comme ça. Donc je vais utiliser tout le système d'ancrage ici. Avec un peu d'habitude, ça sera plus simple pour vous de vous y retrouver. Donc on va modifier un peu ce système d'ancrage. Au niveau du texte, je vais mettre une flèche qui va vers la gauche, ici. D'ailleurs, le texte n'est pas très visible, je vais mettre en 20 et en gras. Et là, au niveau du texte, je vais mettre une flèche qui va vers la droite, en 20 et en gras. Donc là, j'ai fait ça rapidement, mais ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est pas bien parce que j'ai modifié le style directement ici pour vous montrer un peu que on peut modifier le style via l'inspecteur. Mais vous voyez que là, je dois répéter les opérations. Si je veux créer un nouveau bouton qui a le même style, il faudra que je m'embête à recréer le même style à chaque fois. En fait, ce qu'il faut faire quand vous travaillez avec des éléments et que les éléments ont le même style à plusieurs endroits, c'est créer un sélecteur. Exemple, je vais l'appeler test.btn. Vous voyez, je fais Entrée. Là, ça va me proposer de créer une feuille de style. Je vais l'appeler car tuto style, peu importe. Je crée une feuille de style et c'est l'équivalent d'une feuille de style CSS. Maintenant, ce style, si je le sélectionne, je peux le personnaliser. Exemple, je vais mettre une outline rouge, très visible. Je vais mettre une outline de 20 pixels. Et là, j'ai mon style. Si je veux appliquer ce style à un bouton, je fais glisser le style sur le bouton. Je fais glisser le style sur le texte. Et en fait, ça applique le style partout où je le mets. Et si demain je décide de changer la couleur de outline, j'ai juste à changer la couleur ici. Et ça va se répercuter de partout où j'ai utilisé la classe. Ce qui fait que en une seconde, je peux modifier toute mon application très facilement. Si ensuite vous voulez retirer une classe, en fait la classe elle apparaît ici. On sélectionne l'élément, on voit que la classe elle est appliquée. Je peux la retirer là et je peux la retirer là si je ne veux plus que ça s'applique. Bon, voilà, ça c'était pour la façon propre de faire. Il faut créer des classes et appliquer les classes. Le label ici, c'est un label unique, donc lui je vais le personnaliser directement par là. Au niveau du texte, pour l'instant je vais mettre cube, parce que le personnage par défaut s'appellera cube. On va centrer le texte à l'écran, donc on va faire un align self center, comme ça. Le texte est un peu petit, je vais mettre 20 pixels en gras. Et si on veut mettre un peu d'espace en dessous, vous voyez, on a la marge là, on peut mettre un peu d'espace en dessous. Je peux mettre 40 pixels, par exemple. Ah, je me suis trompé, j'ai fait n'importe quoi. Tac, on peut mettre 40 pixels et ça ajoutera un peu d'espace en dessous. On peut utiliser des pixels ou on peut utiliser des pourcentages. J'aurais pu mettre 40%. Ok, donc là on a renommé le bouton. Le label ici, je vais le renommer en F2, je vais renommer en name label. CTRL S pour enregistrer, ça vous permet d'enregistrer le canvas. Et là, si je retourne dans Unity, on voit que le canvas est créé. Alors, il y a un problème, le truc n'est pas visible. Donc là, si on se met en Free Aspect, on voit que le canvas peut sortir de l'écran. Je vais retourner en 16/9. Donc le truc n'est pas visible, j'ai l'impression que les éléments sortent de l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est que par défaut, en fait, sur le UI Document, on a un panel Settings ici. Ce panel Settings, c'est un petit peu les mêmes trucs qu'on avait sur le canvas. Et on a le Scale Mode. On peut se mettre en Scale with Screen Size. On peut se mettre en Physical Size, en Content Size. On va rester en Scale with Screen Size. Ce qui fait que ça va s'adapter par rapport à la taille de l'écran ici. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Et ensuite, je vais ajuster mon canvas. Je pense qu'au niveau du conteneur ici, il prend trop de place. Je vais lui donner 90% de la place ici. Voilà, si je mets 90%, ça passe automatiquement en pourcent. Ou alors ici, je peux choisir l'unité de mesure. Moi, je vais mettre 90%, CTRL S pour enregistrer. Et là, mon canvas rentre à l'écran. Et on voit que j'ai mes différents éléments ici. Ok, donc là maintenant, si je lance le jeu, je vais pouvoir être sur mon menu de sélection de personnages. Vous voyez, j'ai déjà des effets de survol ici. Mais évidemment, si je clique, absolument rien ne se passe parce qu'on n'a rien codé. Là, on a juste fait la partie visuelle, la partie graphique de notre canvas. Si je veux créer un script, je vais mettre quelque part. Par exemple, dans mon dossier ici, je vais faire clic droit, create mono behavior, tuto car select UI. Tac, je crée un script.
Et ce script, je vais venir l'appliquer sur mon UI document, mais j'aurais pu le mettre n'importe où, ça n'a pas trop d'importance. On va double-cliquer pour l'ouvrir. Je vais un petit peu zoomer, comme ça sera plus pratique pour y voir. Et on va commencer à écrire ce script. Donc, en plus du Unity Engine, il faut importer Unity Engine UI Elements, ce qui va nous permettre de travailler avec les UI Elements. Une fois qu'on a fait ça, donc, on doit faire un public. Enfin, d'ailleurs, public, en fait, on peut le mettre en private. Hein. Si je le mets en private, il faut que je fasse un serialized field private. Et là, ça sera visible dans l'inspecteur. Et là, ce que je veux, c'est un UI document. Je vais créer une variable de type UI document qui sera mon document. Et le document, c'est ce que nous avons créé. C'est un peu l'équivalent d'une canvas. C'est la référence vers notre canvas. Ensuite, on a besoin d'un visual element root. Root, c'est l'élément racine, c'est-à-dire c'est vraiment le premier niveau de votre canvas. C'est l'élément qui va contenir tous les autres éléments. Ensuite, j'ai besoin d'une variable. Pareil, on peut se mettre en serialized private. Et cette variable, ça sera un tableau de GameObject que je vais appeler caractère préfab. On va avoir 3 personnages, mais on peut en avoir 10, peu importe. Ça sera les différents personnages qu'on pourra sélectionner. Et j'ai besoin d'une variable int current index à 0 qui va dire que le premier personnage actif, c'est le personnage numéro 0. Ensuite, je vais créer la fonction start. Dans la fonction start, je vais récupérer root et dire que c'est égal à uiDocument.rootVisualElement. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va accéder au uiDocument et on va dire que root c'est égal au rootVisualElement, donc le premier élément. Ok, déjà je vais faire CTRL-S, je retourne ici, on va laisser le script se compiler et là les variables devraient apparaître. Ok, donc là le uiDocument il est bien là, je peux faire glisser le uiDocument ici et les caractères, on va mettre 3. Là-dedans je fais glisser le cube, je fais glisser la sphère et je fais glisser la capsule. Donc j'ai bien mes 3 personnages. Je retourne dans mon script. Ce que je vais faire, c'est récupérer justement les boutons prev et next. Donc je vais créer un var prev btn qui sera le bouton précédent. Et pour récupérer un élément dans le canvas, on fait root query. Donc on va requêter quelque chose, on va rechercher quelque chose. Ce que je veux rechercher, c'est un bouton. Et le bouton que je veux rechercher, c'est pas ça. Là, il faut regarder ce qu'on a mis dans notre UI et je l'ai appelé left btn. Donc là, je vais mettre left btn. Pareil pour le bouton next, ça sera right btn. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre un écouteur. Une callback, comme ceci. On accède à l'élément prev btn et next btn, register callback pour enregistrer une callback. Et la callback que l'on souhaite enregistrer, c'est un click event pour détecter le click. Et cet événement, on va l'envoyer sur une fonction onPrevButtonClicked ou onNextButtonClicked. Donc ici, ce que je peux faire, c'est justement créer mes 2 fonctions, onPrevButtonClicked, onNextButtonClicked. On peut faire un debug.log pour voir si ça a marché. Ensuite, ce que ça va faire, c'est modifier le current index. Et on va soit faire current index -1, soit +1, en fonction de si on clique sur next ou prev. Et je fais un modulo sur le caractère préfab length, ce qui va me permettre de savoir si je sors des limites ou pas. Parce que si je fais next, je passe au numéro 2. Si je fais next, je passe au numéro 3. Et si je fais next, au lieu de passer au numéro 4 qui n'existe pas, on va faire le modulo, ce qui fait qu'on va retourner sur 0. Et en retournant sur 0, c'est l'équivalent du premier personnage. Et on recommence 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pareil pour prev et next. Hein. On va ajuster. Et on va faire un update caractère ici, qui va nous permettre de mettre à jour le personnage à l'écran. Donc ce que je fais ici, c'est... Non, le code qu'il me propose ici ne me va pas. Donc on va modifier ça. Je vais faire quelque chose de plus simple. Ce que je fais, c'est que je boucle sur les différents personnages. Hop. Donc je vais boucler sur les différents personnages. Je vais les désactiver.
et je vais uniquement activer celui qui correspond au current index, comme ceci. Donc là, normalement, je retourne ici, le script compile, et si je lance le jeu, ça devrait fonctionner. Alors, le truc n'est pas fini, hein, mais on voit que ça marche, et ça recommence bien. Et si je vais à gauche, ça va à gauche, et si je vais à droite, ça va à droite. Donc on a bien notre sélecteur de personnages ici qui fonctionne avec le UI Toolkit, UI Builder. Alors là, il manque le texte ici qui n'est pas mis à jour. Ce qu'il nous suffit de faire pour pouvoir mettre à jour le label, c'est déjà de récupérer le label avec un query label et l'ID. Puis il faut accéder à la propriété texte et dire que c'est égal au gameObject.name. Je vais tester, je lance le projet. Donc par défaut, c'est cube, sphère, capsule. Donc on a bien le label ici en dessous qui se met également à jour en temps réel. Bon, je me rends compte que la vidéo est déjà très très longue comme ça. Je ne vais pas vous présenter le deuxième atelier que j'avais prévu. En revanche, je vais vous tourner une autre vidéo pour vous présenter un peu plus en détail comment créer des interfaces plus avancées avec UI Toolkit et son UI Builder. Donc pour ceux qui suivent les tutos sur YouTube, pensez à vous abonner pour ne pas rater le prochain tuto. Je vous rappelle que vous aurez également le lien vers le Advanced Unity Hub, qui est donc un hub amélioré avec beaucoup plus de fonctionnalités. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous si besoin, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai d'autres choses possibles avec le UI Builder.